Bonjour à toutes et à tous, même bonsoir. Bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Alliance Agrinium, les grandes écoles publiques pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la santé globale. Donc, il regroupe toutes les écoles d'agro public, l'INRAE et le CIRAD. Ce soir, nous avons la chance d'avoir un super programme. Mais avant de le détailler, je vais laisser la parole à Sabine et à Jean-François. Sabine, directrice de Bordeaux Sciences Agro et vice-présidente de la commission com d'Agrinium, et Jean-François Beau, président de l'UPA, pour faire quelques mots d'intro. Merci beaucoup Julien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire. C'est, je crois, la deuxième ou troisième édition de ces webinaires organisés dans le cadre de l'Alliance Agrinium et en lien, en étroite collaboration avec l'UPA, avec son président Jean-François Beau, que je remercie chaleureusement pour la mobilisation de l'ensemble des classes de prépa et l'ensemble donc des candidats qui se sont mobilisés aujourd'hui pour écouter, assister à ce webinaire. Je voulais donc peut-être simplement en introduction rappeler que ce webinaire, il a pour objectif finalement de vous donner envie de rejoindre nos écoles d'agro public, et vous verrez au cours des témoignages qui vont avoir lieu ce soir, à la fois d'une étudiante mais aussi d'alumni de différentes générations, de différents secteurs d'activité, toute la richesse des débouchés auxquels vous pourrez prétendre si vous rejoignez l'une de nos écoles. Alors c'est vrai qu'on a toujours, on a souvent peut-être tendance à penser que l'ingénieur agro débouche dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage. C'est vrai, effectivement, mais c'est beaucoup plus large, et on peut, avec un diplôme d'ingénieur agronome, avec un parcours d'ingénieur agronome, accéder à des secteurs de type alimentation, environnement, forestier, mais aussi dans le domaine du conseil, de la recherche, et même encore des secteurs auxquels vous n'avez peut-être pas encore pensé. Donc voilà, l'idée, c'est de vous montrer par des exemples très concrets, près d'un certain nombre de témoignages, cette diversité des débouchés, cette diversité voilà, de richesse de parcours, et j'espère de vous donner envie de nous rejoindre. Voilà, je passe sans plus tarder la parole à Jean-François Beau pour également se présenter et nous dire un petit mot. Merci Merci. beaucoup, Sabine. Bon, moi, je vais dire quelques mots au nom, finalement, des préparateurs de l'UPA. Voilà, je tiens d'abord à adresser tous mes remerciements à Grenium, présidente Laurence de Flessel, vice-présidente Sabine, et puis à Julien Coyer, qui a réuni effectivement un plateau remarquable. Je voulais rappeler un petit peu quels étaient les objectifs, effectivement, de ce webinaire. Il y a un travail important en prépa, il y a un travail qui est très soutenu, et notamment en ce moment entre les écrits et les oraux. Et ce travail soutenu, je pense qu'il faut que... Il ne peut être soutenu que si en même temps on entretient des motivations, si on donne des horizons. On sait que dans 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, les étudiants vont se retrouver face à de nouvelles réflexions. Il va falloir terminer le classement des vœux. Et ça, ils vont se trouver confrontés à des questions qu'ils n'auront pas nécessairement directement envisagées. Il y a toujours un moment un peu qui est un peu difficile peut-être au niveau de la transition. Donc ça, c'est un premier point, donc donner des motivations, donner des perspectives. Le deuxième point aussi qui est plus ponctuel, c'est-à-dire et qui répond aussi à ce qui s'est passé au concours agro il y a 2 ans, c'est-à-dire l'introduction d'une épreuve d'entretien professionnel. Et nous, préparateurs, nous sommes confrontés à cela avec des questions des étudiants. Et parmi les questions, c'est qu'est-ce que je vais dire, puisqu'il faut un exposé, qu'est-ce que je vais dire si je ne sais pas où je veux aller encore. On peut penser d'ailleurs qu'il n'est pas illégitime de ne pas savoir où on veut aller à 20 ans, dans la mesure où on sait que on dit partout que les futurs métiers n'existent pas encore et qu'il faudra avoir une très grande diversification, une très grande compétence dans de multiples domaines. Et puis, il y a aussi ceux qui disent je dirais bien quelque chose, mais c'est pas tout à fait ce que je veux faire. Mais est-ce que c'est bien de le dire ou est-ce que c'est pas bien? Donc, il y a cette tentation entre les étudiants qui oscillent entre les démarches de sincérité, je dirais, les tentations du mensonge. Et puis, il y a aussi quoi? Il y a aussi, et ça, il faudra qu'on y réfléchisse aussi, c'est le recours peut-être au discours de l'intelligence artificielle qui peut modifier les choses sur les entretiens professionnels. Donc tout cela, ce sont des questions. Il va falloir peut-être travailler sur ces questions-là. Ce soir, ce n'est pas des réponses calibrées, cela qu'il faut apporter. Moi, je crois que ce soir, c'est essayer de donner de l'épaisseur, de donner de la profondeur
aux exposés que les étudiants seront amenés à faire, ça veut dire aussi aux orientations qu'ils vont retenir, hein. C'est-à-dire qu'il faudra présenter des secteurs d'activité, témoigner des expériences vécues, parce que ça, c'est absolument essentiel, la découverte de nouvelles opportunités. Et je crois qu'il y a trois qualités qu'il va falloir mettre en évidence, hein, pour réussir au mieux à la fois l'entretien professionnel, et puis, c'est pas tant ça qui est intéressant, c'est les choix futurs. C'est d'une part la curiosité, et la curiosité qui est ouverte vers de multiples domaines. Et j'espère que le panel va ouvrir vers faire découvrir tous ces domaines. Curiosité. Deuxième point, la lucidité. La lucidité pour appréhender les enjeux, comprendre les enjeux des différents secteurs d'activité, parce que c'est ce qui va donner aussi de la maturité aux exposés et puis la compréhension des choses. Et puis le dernier point, je terminerai là-dessus, la troisième qualité après la curiosité et la lucidité, c'est la sincérité. Et une sincérité qui soit à la fois une sincérité sur ses envies et une sincérité sur ses doutes aussi, parce que je le disais tout à l'heure, il est normal aussi, je pense, d'avoir des doutes à 20 ans. Voilà, donc je suis heureux qu'on puisse organiser ces webinaires, hein, et heureux que, voilà, je laisse maintenant la parole à tous les intervenants. Merci encore à vous, Agrenium, pour votre engagement dans ces actions d'information, d'orientation pour les étudiants. Merci beaucoup Sabine, merci beaucoup Jean-François. Je vais vous partager le menu de ce soir. Donc on est ensemble pour 1 heure et demie. Donc comme vous voyez avec la première heure des intervenants d'Alumni. On aura un échange aussi avec François Boulanger qui dirige une scolarité de l'Institut Agro Rennes-Angers. Bien sûr, l'intervention de Stéphane Lebrigand du service concours agronomique et vétérinaire, le SCAV, et une conclusion par Laurence Delessel, la présidente d'Agrinium. Donc, sans plus tarder, moi je vais juste vous passer quelques slides issus d'Uniagro. J'excuse Véronique Klein, la présidente d'Uniagro, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Mais en tant qu'ancien président d'Uniagro, je suis assez à l'aise pour présenter la spécificité de l'ingénieur agro. Donc, ce que vous voyez là sur ces slides, en vert, en gras, c'est l'ingénieur agro. En normal, c'est l'ingénieur classique. IESF, Ingénierie scientifique de France, fait des enquêtes régulièrement auprès de tous les ingénieurs. Et nous, à Uniagro, on a récupéré les infos spécifiques des agros avec des données représentatives. Donc, ce qu'il faut voir, évidemment, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes chez les agros, mais c'est normal par rapport à la constitution des promos. Et quand on voit qu'il y a la parité chez les agros, c'est pas le cas chez les ingénieurs classiques. On a plus de fonctionnaires aussi chez les agros, plus d'agros engagés pour l'intérêt général, puisque plus présents au niveau du secteur public. Alors on est moins présent dans les grandes entreprises, mais plus présent dans les ONG et les associations. Je ne vais pas lire forcément toutes les stats. On est aussi à l'international avec quelques disparités. On a aussi une appétence pour le commercial et le marketing. Et assez rapidement dans votre carrière, on arrive un peu plus rapidement aussi en direction générale quand on se compare aux autres ingénieurs. Et par rapport aux enjeux que rappelait Jean-François en introduction, dites-vous qu'avec les études d'ingénieur agro, vous pourrez intervenir bien sûr dans la production. L'acte de produire est un acte fondamental, on mange 3 fois par jour, dans l'acte de transformation aussi, comme on verra aussi avec différents témoignages. Mais vous allez avoir une place très importante dans la société parce que le vivant nous touche tous et les crises qu'on est en train de traverser, elles sont toutes liées au vivant. Donc les agros, finalement, peuvent intervenir. On a mis toute une liste de secteurs d'activité, alors gastronomie, vin, environnement, nature, océan, agroécologie. Alors je ne vais pas toutes les détailler, vous voyez, ça va aussi dans la cosmétique, la food tech. On peut bosser dans des organisations internationales comme la FAO, l'INRAE ou l'IFREMER dans les instituts de recherche. Euh, dans les photos que vous voyez, il y a le grand retour de l'agronomie avec des facteurs naturels de production comme l'utilisation de coccinelles là, pour lutter contre des ravageurs. Le grand retour du sol aujourd'hui, qui est plus un substrat mais vraiment un milieu naturel, vivant. L'agroforesterie, vous voyez, la typologie des champs peut être amenée à évoluer sous l'impulsion d'ingénieurs agro. Et bien sûr aussi la place de la sélection, de la génétique, et en tout cas, en général, de la science. Et après, pour terminer, on voit les secteurs d'activité par rapport aux autres ingénieurs. On est bien sûr plus présent dans l'agriculture, plus présent dans l'administration, plus présent dans la recherche et l'enseignement, plus présent dans les sociétés de conseil, mais un peu moins dans le BTP, bien sûr, et l'industrie, plus présent dans l'agroalimentaire. Et même si nos profils sont recherchés en informatique, comparativement, on a un flux moins important pour aller dans l'informatique, mais tout ça pour dire, on se retrouve un peu partout, même dans la banque. Donc, dites-vous qu'en choisissant une école d'ingénieur agro public, et là vous verrez, vous aurez la possibilité de choisir, vous aurez des formations attractives
parce que ce que nous décrira François tout à l'heure, on a des semestres qui sont très riches avec différents temps forts. Le marché de l'emploi est bon pour les agros et il n'y a pas de carrière, il n'y a plus de carrière, il y a des parcours professionnels. Et l'aspect que vous choisirez n'orientera pas votre destinée au fur et à mesure de vos rencontres que vous ferez avec les alumni, notamment, j'insiste sur Uniagro qui fédère 85 000 ingénieurs agro. Par rapport aux rencontres, vous verrez que ces rencontres vous donneront l'opportunité aussi de bouger à la fois dans votre vie professionnelle ou aussi de bouger au niveau de la planète. Donc ça, c'était simplement pour faire l'intro sur ces coins d'ingénieur agro. Et sans plus attendre, on va discuter avec Calypso. J'invite les autres participants à couper leur micro et leur caméra. Et au fur et à mesure, de toute façon, je vous appellerai. Et voilà. Et Calypso, bonjour à toi. Je te laisse te présenter, nous dire où tu es, dans quelle école tu es. Alors, bonjour, du coup je m'appelle Calypso Beauchamp, je viens d'avoir 24 ans, je suis actuellement à La Réunion pour mon stage de fin d'études et j'étais à l'ENSAIA, donc je suis encore parce que je suis pas encore diplômée, mais j'étais à l'ENSAIA. Première question, pourquoi tu as voulu devenir ingénieur agro? Alors, moi depuis toute petite, je voulais sauver les animaux. Donc, de base, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire une prépa BCPST pour faire vétérinaire. Et au final, c'est pendant ma prépa que j'ai rencontré des gens qui étaient passés par agro. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était pas vraiment opérer, ouvrir les animaux, les soigner, mais c'était plus les protéger dans leur environnement naturel. Et du coup, la voie d'agro me paraissait beaucoup plus pertinente pour faire ça. Donc, j'ai décidé d'aller en agro. Et au final, mon projet, il a un peu évolué parce que je veux toujours, pourquoi pas, travailler dans la protection des écosystèmes, la restauration, des choses comme ça. Mais du coup, pendant ma césure, j'ai eu l'occasion aussi d'être touchée par le sujet de la sécurité alimentaire, notamment dans les pays du Sud. Et du coup, j'aimerais aussi beaucoup travailler dans soit le développement de territoires, soit la sécurité alimentaire dans les pays du Sud. C'est Et pour ça que je suis à La Réunion. Et c'est intéressant que tu mentionnes, parce que dans le cursus ingénieur, tu peux le faire en 3 ans. Est-ce que peux nous parler de la césure? Ouais, bah en vrai, la césure, moi je conseille à 100%, c'était la meilleure année de ma vie et je regrette pas une seconde. Et du coup, l'école, en tout cas, voilà, nous permet de partir un an et c'est assez libre en fait. Il faut juste avoir un stage de 6 mois, mais ça peut être à l'étranger, ça peut être en France et après on peut potentiellement voyager. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé 3 mois en France pour faire des sous. Ensuite, je suis partie 3 mois en Afrique du Sud dans une réserve où j'ai fait de la recherche sur le comportement des herbivores autour des points d'eau. Donc tous les jours, j'étais en plein milieu de la réserve à observer les animaux. Ensuite, je suis partie au Nicaragua pendant 3 mois où j'ai fait de la protection de tortues. J'ai fait des projets autour de l'agroécologie avec une communauté. J'ai donné des cours d'anglais à des enfants. Et puis ensuite, j'ai voyagé au Costa Rica et au Panama. Une question, qu'est-ce qui t'a amené finalement après à choisir l'ENSAIA dans ton cheminement? Euh, Est-ce que c'était important d'être à l'ENSAIA pour toi ou c'était par rapport à un choix géographique? Bah, moi, en tout cas, quand j'étais en prépa, il n'y avait pas eu de webinaire comme ça et j'étais totalement perdue quand j'ai dû faire mes choix. En fait, j'ai vraiment fait en fonction des classements que je voyais sur Internet. Enfin, voilà. Mais pour le coup, si aujourd'hui, avec du recul, maintenant que je connais l'ENSAIA, c'est une école. Je pense que toutes les écoles sont super top pour la vie étudiante, mais franchement, la vie étudiante à l'ENSAIA, c'était vraiment incroyable. De la première année à la troisième année, on peut faire plein de trucs. Il y a des assos hyper diversifié. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, personnellement, j'étais à la junior entreprise, mais il y a vraiment tout type d'associations. Et puis, il y a plein de clubs sportifs. Voilà, j'ai fait les pom-pom en première année. Enfin, c'était trop chouette. Franchement, la vie étudiante, c'est pas du tout à négliger dans une école d'ingénieur. Pour moi, c'est vraiment 50%, autant en termes de temps, mais que de compétences acquises finalement, parce que pendant bah, toute cette vie associative, on apprend autant qu'à l'école. Une question par rapport à ce webinaire. Toi, rétrospectivement, si tu es à la place des étudiants qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais aimé comme information, astuce ou conseil qu'on te donne? J'aurais aimé déjà peut-être qu'on me dise que l'école et la spécialité n'étaient pas si importantes que ça finalement parce qu'il y a des passerelles en troisième année s'il y a besoin.
J'aurais aimé qu'on me dise que la césure, voilà, fallait pas hésiter parce que du coup, moi, j'ai mis beaucoup de temps à me décider et à commencer à enfin, réfléchir au projet. Et puis sinon, vraiment aussi, enfin là, je sais que vous êtes entre les écrits et les oraux et il faut vraiment tenir le coup, même si vous avez un classement dont vous n'êtes pas forcément content après les écrits. Enfin, moi, je sais que j'ai remonté 500 places avec les oraux, donc tout est possible jusqu'au dernier moment et il faut rien lâcher jusqu'au bout. Et ensuite, dans tous les cas, enfin franchement, les écoles en général, elles sont toutes chouettes et il y a des possibilités de passerelles, il y a des spé très diversifiés dans toutes les écoles. L'espèce se recoupe un peu au final, donc enfin voilà, plutôt être rassuré que l'école c'est vraiment beaucoup plus simple au niveau ben, mental quoi. Enfin, on peut faire plein de choses, les cours ça prend pas non plus, enfin c'est pas très stressant quoi comparé à une prépa, donc plutôt qu'on me rassure et enfin le fait que voilà faut tenir jusqu'au bout et normalement tout se passera bien. Calypso, c'est quelle spécialisation que tu fais à l'ENSAIA et quel est ton stage de fin d'études à La Réunion? Alors, du coup, à l'ENSAIA, j'ai fait agriculture et développement des territoires. Donc, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les acteurs du territoire et l'aménagement, tout ça. Et en même temps, j'ai fait un double diplôme que j'ai pu faire, donc double diplôme lié avec la fac de Nancy, mais également avec la FIF, qui est une branche forêt de APT, de AgroParisTech, du coup. Et en fait, du coup, ce master, enfin, son nom, c'est EcoSafe, donc écosystème agricole et forestier, parce que je voulais une note un peu plus écologie, on va dire, dans mon diplôme. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire cette spécialisation et le double diplôme. Et ensuite, le stage que je fais actuellement, je suis au CIRAD, du coup, et j'étudie, donc c'est vraiment des sciences sociales finalement, j'étudie les discours des types d'acteurs enfin les différents types d'acteurs, donc par exemple société civile, acteurs technico-économiques dominants ou pouvoir public, et j'étudie du coup les discours pour la transition 2050 de la Réunion, donc par rapport à une transition du système agroalimentaire énergétique, voilà. Donc c'est des sciences sociales. Merci beaucoup, Calypso. Et alors, pour l'année de césure, c'est entre la deuxième et la troisième année. Donc, merci beaucoup, Calypso. Je ne sais pas si tu peux rester encore tout petit peu avec nous, s'il y a des questions pour toi dans questions-réponses. Et après, je sais pas, il est quelle heure chez toi, là, le décalage? Il est 2 heures de plus, donc 20h30. D'accord, ok, ça marche. Eh ben, merci encore pour ton témoignage. Et je vais demander à Jessica de monter sur scène. Comme avec Calypso, bah, je te laisse te présenter de quelle école tu viens et quel spé tu as fait. Donc bonjour, je suis Jessica. Donc j'ai fait l'école Oniris Vet Agro Bio, donc qui est à Nantes, avec une spé en dernière année orientée qualité, donc qui s'appelait Sequoia mais qui n'existe plus aujourd'hui. Ils ont refait les spé. Avant ça, j'avais fait une prépa BCPST à la Canale, en région parisienne. Et là, pourquoi tu as voulu devenir ingénieur agroalimentaire spécifiquement plutôt qu'ingénieur agronome? Alors, moi, je vais être sincère puisque c'est une des valeurs qui est assez importante, comme l'a dit Monsieur Beau. Moi, quand je suis arrivée en BCPST, je savais absolument pas. Enfin, j'avais pas, contrairement à beaucoup, d'idées précises de je veux être ingénieur agro, je veux faire ça. J'avais surtout une appétence pour les sciences, la biologie, j'aimais beaucoup. Et en fait, c'est en étant en prépa que j'ai découvert l'agroalimentaire. Et c'est en me renseignant que je me suis dit que l'agroalimentaire, c'était ce qui m'intéressait le plus. Et puis, ça collait aussi avec tout ce qu'on pouvait entendre dans les informations. C'était le moment où les entreprises agroalimentaires étaient de plus en plus visées. Il y a eu un pic un petit peu. Et je sais pas, moi, c'est ce qui m'a un peu motivée. Après, euh, j'étais pas forcément, dans ma tête, c'était pas forcément de l'agroalimentaire. C'est juste que certains choix ont fait aussi que je me suis dirigée là-bas. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton quotidien là aujourd'hui? Oui, donc moi, pour info, je suis plus en école d'agro. Je suis ingénieure dans la qualité dans une usine de Lactalis qui est en Bretagne. Et donc mon quotidien, il est assez varié, hein. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Donc on peut faire des missions du quotidien comme de la gestion de projet,
des déplacements des fois pour certains problèmes entre sites. Donc, c'est très varié. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ta formation à Oniris par rapport à l'activité le métier que tu as aujourd'hui, entre finalement ce qui se passe dans l'école d'ingé et finalement quand tu arrives sur le monde professionnel? Alors, je trouve quand même qu'Oniris était une bonne école qui a bien préparé à ce qu'on voit sur le terrain dans la vie professionnelle, parce qu'on avait beaucoup d'intervenants finalement d'entreprises de l'agroalimentaire et de conseils, cabinets de conseil et autres. Donc, en soi, il n'y a pas eu un gros fossé entre les deux, entre l'école et le pro. Moi, ce qui m'a marqué, enfin vraiment, c'est certains cours que j'applique encore aujourd'hui, certaines méthodes finalement. Hmm. Et c'est là qu'on se rend compte de la richesse de, je pense, enfin quasiment toutes les écoles. Hein. Toutes les écoles savent de quoi elles parlent en fait. Quand elles vous Ouais. préparent, je pense qu'elles vous préparent très bien. Et pareil, rétrospectivement, si tu étais à la place là des étudiants qui nous écoutent, quels conseils, astuces ou infos t'aurais voulu avoir et que t'as pas eu? Ben moi, je vais rejoindre un petit peu Calypso, et je pense que beaucoup d'autres vous le diront. C'est ne négligez surtout pas les passerelles. Renseignez-vous bien sur toutes les passerelles qui existent. Par exemple, moi, je viens d'une école agroalimentaire. On peut se dire, bon, bah, l'agroalimentaire, c'est bon, on est défini agroalimentaire. On n'en sortira pas. Surtout pas, il faut surtout pas dire ça, parce que il y a plein de gens qui ont fait mon école et finalement qui sont dans plein de domaines, parce qu'on a des doubles diplômes, on a des passerelles, nous, avec AgroParisTech, avec Montpellier, des choses comme ça. Donc, renseignez-vous bien, et c'est se dire que du coup, si on n'a pas l'école qu'on veut, c'est pas impossible de l'avoir après, grâce à ces fameuses passerelles spécialisation. Et enfin, un dernier conseil que je vous donnerais, donc moi c'est un peu particulier parce que j'étais l'année du Covid, il n'y a pas eu d'euro cette année-là, Hmm. mais un conseil que je donnerais, c'est soyez ambitieux, mais surtout soyez aussi réaliste et ne vous fiez pas qu'aux réputations des écoles, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend et qu'on voit par rapport au classement, mais la réputation, ça peut vous jouer de mauvais tours des fois, et vous pousser à vouloir négliger certaines écoles et en privilégier d'autres parce qu'elles sont plus populaires entre guillemets. Et moi, personnellement, c'est aussi ce qui m'a sauvée, parce que si j'avais pas écouté, enfin si j'avais écouté ce que tout le monde disait par rapport à mon école, j'aurais fait une 5,5, et je sais même pas si j'aurais tenu honnêtement mentalement une troisième année de prépa. Ouais, très intéressant. Et alors, une question pour toi. Avant de choisir ta spécialisation, est-ce que tu avais d'autres envies que la spécialisation qualité? Ou comment c'est venu cette spécialisation qualité? Alors comment c'est venu? Donc en fait, en deuxième année, j'avais fait. Donc en première année, on fait les stages opérateurs, je pense comme dans toutes les écoles. Donc Hmm. c'était plutôt, moi, c'était vraiment de la production pure et dure dans l'agroalimentaire. Et en deuxième année, je me suis dit bon bah je vais voir quelque chose que j'avais pas forcément vu, donc j'ai fait de la qualité pour mon stage de deuxième année, et ça me plaisait plutôt bien. Donc en fait, je pense que j'ai eu un peu de chance aussi, un peu de bol. De tomber sur quelque chose qui me plaisait. C'est pour ça que j'ai choisi ça en troisième année. Et je pense aussi, je veux pas être trop dans le cliché, mais l'aspect qu'on choisit, des fois, c'est aussi un peu, ça reflète notre personnalité. Et c'est vrai que la qualité, des fois, c'est assez bah, réglementaire, droit, etc., être exemplaire. Et bah, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours collé. Donc ça me semblait bien. Et puis, en fait, c'est une spécialisation qualité, mais c'était assez large parce qu'il y avait QHSE, donc sécurité et environnement. Donc je me suis dit, bah, c'est un peu plus large aussi, donc c'est pas plus mal. Et après, une question sur pareil, la vie étudiante, parce que encore une fois, quand on en prépare, on se rend pas compte de tout ce qu'on va pouvoir faire la nuit dans les écoles d'ingé. Pareil, est-ce que tu peux partager ton vécu sur la vie étudiante? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, j'ai été à Nantes. Nantes, c'est une ville qui est très jeune, très dynamique. Donc, beaucoup d'activités dans la ville. Et puis après, même dans l'école, généralement, il y avait toujours des activités, des clubs. L'avantage qu'on a aussi, c'est une force, c'est que, en tout cas, au NIRIS, on a un campus vétérinaire aussi qui est relié. Donc, forcément, il y avait des choses qui se faisaient en commun, ou même avec les autres écoles de Nantes qui existaient. Donc, ouais, beaucoup de choses proposées, que ça soit des soirées, des animations, pendant les BDE, enfin les élections des BDE, et puis même d'un point de vue
de l'école. Ils essaient d'organiser beaucoup de choses avec les entreprises. Donc, non, c'était vraiment, je recommande. Ouais, super, merci beaucoup Jessica. Et je vois une question aussi, on peut répondre à deux voix. Est-ce que dans toutes les écoles d'agro, il y a des stages dans des fermes? En fait, c'est des stages ouvriers. Donc, ouvrier agricole ou ouvrier agroalimentaire. Toi, tu as fait plutôt ouvrier agroalimentaire, Jessica. Moi, j'ai fait ouvrier agroalimentaire, mais après, c'était pas fermé à faire dans l'agriculture. Hmm. Et en fait, l'école, même si on est dans l'agroalimentaire, ne se ferme pas du moment que derrière, on justifie pourquoi qu'il y a un intérêt. Hmm. C'était agricole, il y en a qui l'ont fait aussi dans la cosmétique. Exactement. En tout cas, c'est un stage, du coup, en première année. Eh bien, un grand merci, Jessica, pour ton témoignage très précieux. Et ben, je vais demander maintenant à Chloé de monter sur scène. Bonjour. Eh bien, Chloé, de la même manière, je te laisse te présenter ton école d'origine et ce que tu fais actuellement, ton poste. Donc, mon école d'origine, c'était l'INAPG à l'époque, donc devenue AgroParisTech depuis. Et donc, je précise directement que je serais bien incapable de vous répondre sur l'AgroParisTech aujourd'hui, l'ambiance dans l'école, puisque le site a changé, les lieux ne sont plus les mêmes. Enfin, bref, donc malheureusement, je ne pourrais pas partager ça avec vous. Mais je garde quand même l'impression générale, et je pense pas que ça ait changé, que c'est des très bonnes ambiances, énormément d'activités, plein d'opportunités de rencontrer des gens, de s'ouvrir à plein de choses. Je ne peux pas penser que ça ait changé, malgré le temps qui s'est écoulé. Et donc aujourd'hui, je travaille pour INRAE, donc l'Institut national de la recherche en agriculture, alimentation et environnement. Où je travaille dans la direction pour la science ouverte. Donc, on promeut des valeurs d'ouverture de la science. Je suis donc dans l'appui à la recherche. Je ne suis pas chercheuse moi-même aujourd'hui, même si je l'ai été à un moment donné dans ma carrière. Et j'accompagne en fait nos chercheurs et nos chercheuses dans l'enrichissement, on va dire, de leurs relations avec les acteurs de la société civile. Donc, je travaille beaucoup avec les associations pour établir des partenariats en fait avec notre établissement. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours, alors AgroParisTech, parce que tu as fait une thèse, donc peut-être que tu nous parler après de la thèse et pourquoi tu as fait une thèse après AgroParisTech, et après ton cheminement peut-être pour arriver jusqu'à INRAE. Bah, du coup, enfin, c'est très rigolo parce que du coup, je passe la troisième, il y a des choses que j'aurais eu envie de dire qui ont déjà été dites parce qu'on a des similarités parfois de parcours comme ça. Effectivement, moi, j'ai atterri un peu en prépa bio parce que la bio, je trouvais ça sympa. C'était une discipline qui m'intéressait beaucoup. Globalement, j'aimais les sciences, mais le côté vivant m'attirait beaucoup. De fait, en prépa pour le choix des écoles, c'était un peu, ben, et toi, qu'est-ce que tu as mis sur ton truc? C'est quoi la bonne école? Ce que j'ai beaucoup, enfin, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi l'agro, c'était, enfin, donc devenue AgroParisTech depuis, donc je dis l'agro pour faire court, c'était notamment ce côté que c'était une école assez généraliste. Il y avait cet affichage comme quoi ben, on n'était pas obligé de choisir tout de suite ce qu'on voulait faire, ce qui m'arrangeait beaucoup parce que je ne savais pas du tout. À 20 ans, j'avais beaucoup de doutes. À 40, j'en ai quand même encore pas mal, je vous préviens. Euh, et, euh, et donc j'ai fait cette école qui m'a permis de découvrir bah, du coup un panorama extrêmement large de disciplines, de thématiques et de métiers aussi. Et donc moi notamment, ce qui m'a le plus plu à l'époque, c'était l'écologie. Et je me suis vraiment beaucoup retrouvée là-dedans. Et il m'avait semblé que les métiers les plus intéressants autour de l'écologie, c'était la recherche. C'est quelque chose qui s'est dessiné pour moi, qui a commencé à se dessiner en deuxième année. Donc j'ai fait quelques stages un peu dans cette lignée-là, une spécialité autour du sujet, effectivement, qui menait cette spécialité assez naturellement à la recherche pour ceux qui étaient tentés. Et donc, pour faire de la recherche, le doctorat, c'est quand même un atout important. D'ailleurs, j'ai fait mon doctorat à l'AgroParisTech. Pour le coup, j'ai un diplôme AgroParisTech pour mon doctorat. Donc voilà, donc j'ai fait mon doctorat, j'ai fait un post-doctorat, j'étais encore pétrie de doutes et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus une ingénieure finalement
qu'une chercheuse et que j'étais finalement plus utile à l'écosystème de la recherche en étant du côté de l'appui à la recherche. Ça correspondait mieux finalement à ce que moi j'aimais faire et là où je me sentais le plus efficace et utile. Et donc, c'est aussi en écho avec le fait que je suis devenue fonctionnaire, j'ai fait le choix du service public, je fais toute ma carrière dans le public pour l'instant. J'ai pas l'intention de changer a priori demain. Et voilà, peut-être après, donc j'ai fait des missions différentes toujours autour sur la partie appui à la recherche, toujours un peu autour des idées de partenariat. J'aime beaucoup mettre les gens autour de la table et les faire parler, comme on peut voir un peu dans l'illustration là. Faire travailler les gens ensemble, c'est vraiment quelque chose qui me motive beaucoup. Et voilà. Ah, top. Et alors, par rapport à cette logique de science ouverte et de lien avec peut-être la place de l'ingénieur agro dans la société, alors tu évolues dans INRAE, donc il y a quand même pas mal d'agro Et en aussi, dehors, et en dehors, ouais, c'est ça. Et toi, comment tu vois ton rôle par rapport à aujourd'hui, la science est parfois un peu mise à mal hein, quand on voit l'actualité. Euh, Finalement, voilà, 20 ans après être sorti d'AgroParisTech à peu près, comment toi tu vois ton rôle dans un peu ce côté à la fois scientifique, mais aussi médiation, et tu es à l'interface finalement d'un certain nombre de projets, donc tu fais dialoguer des gens qui n'auraient peut-être pas l'habitude de dialoguer ensemble. Donc ça, comment toi tu vois ta place? c'est vraiment, comme tu l'as dit, ce rôle un peu à l'interface, c'est quelque chose qui m'a même quand je faisais de la recherche, j'étais à l'interface entre plusieurs disciplines. Finalement, ça se voyait déjà un peu à l'époque, sans que j'en ai conscience. Et justement, ça fait partie de ce que je trouve, très intéressant, dans le poste que j'occupe actuellement. C'est, cette interface entre le monde de la recherche, donc les chercheurs et les chercheuses et la société, donc au sens large. Et enfin, vraiment, comme tu disais, mettre ensemble des gens qui ne se seraient pas forcément parlé sans alors mon intervention ou celle de l'équipe dans laquelle je suis, hein, je suis pas toute seule, mais vraiment, enfin, pour moi, ça fait beaucoup écho au rôle un peu ingénieur agronome que finalement, enfin, c'est peut-être un peu anecdotique, mais du coup, comme en sortant de mon école, je suis rentrée directement dans le monde de la recherche. C'était un écosystème en soi qui m'a intégrée complètement et j'en ai un peu oublié que j'étais un ingénieur agro au départ. Et c'est finalement plusieurs années plus tard, à l'occasion d'un déplacement en Haïti, où par le regard des collègues haïtiens, dont certains, mais pas tous, s'étaient formés dans des écoles d'agro françaises d'ailleurs, le regard que eux avaient de l'ingénieur agro à la française, où je me suis rendu compte, mais en fait, je suis ça. Donc ça m'a pris un peu de temps pour me découvrir que, en fait, si, j'étais pas vraiment chercheuse, j'étais quand même ingénieure agro. Je ne m'en étais pas défaite. Et pour moi, ce côté vraiment travailler autour du vivant, de mettre les gens en contact entre eux, avec leur environnement, c'est un peu le côté écologie aussi peut-être qui parle, mais c'est vraiment là où, enfin, je pense que c'est tout à fait Alors, on a vu, les missions des ingénieurs agro peuvent être extrêmement variées, et encore, enfin, on n'a pas tout vu, mais pour moi, c'est tout à fait un des rôles dans lesquels on retrouve beaucoup d'ingénieurs agro aujourd'hui. Ce côté de mise en relation, mise en dialogue, faire parler les différents écosystèmes, qu'ils soient végétaux, animaux ou humains. Euh, Et voilà. juste, tu peux nous parler des photos qu'on voit que tu as choisies, parce que ça illustre aussi ce dont tu parles. Oui, tout à fait. Bah, donc, parmi les méthodes qu'on met en œuvre dans mon service pour justement créer ces espaces de dialogue, on utilise énormément de méthodes participatives ou d'intelligence collective. Et donc, je trouvais que ces deux images illustraient ça. Donc, on met les gens autour d'une table, on met les gens autour d'un espace où on essaie d'avoir le moins de PowerPoint possible pour favoriser vraiment les échanges et les dialogues. On fait appel aussi à, par exemple, des facilitateurs graphiques, comme on peut voir sur l'image du bas, pour restituer tous les échanges de la manière la plus accessible possible aussi, pour être entendu et visible du plus de personnes possible. Et donc on utilise des tas de méthodes vraiment, oui, autour de l'intelligence collective et ce genre de choses, avec plein de feutres, de pâte à modeler, de plein de choses différentes. Parfois on a l'impression, on se dit non mais c'est pas sérieux tout ça, mais en fait c'est tellement productif et efficace pour
briser justement ces frontières de on a un sachant d'un côté et des personnes qui vont se sentir pas légitimes à intervenir. Donc justement, mon travail, c'est de mettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité et assurer que tout le monde puisse prendre la parole, donner sa voix et échanger et s'influencer les uns les autres. Vraiment, dans la partie médiation, c'est vraiment ça. Nos chercheurs et nos chercheuses, ils sortent changer des échanges qu'ils ont avec que ce soit des citoyens, des agriculteurs, enfin plein de publics différents avec lesquels on peut travailler. Merci Chloé. Une dernière question. Pourquoi tu as choisi le domaine public? Alors, c'était pas un choix conscient de ma part au départ. Comme je disais, comme je m'étais projetée dans cette thématique autour de l'écologie, où finalement aujourd'hui je suis un peu loin de ça, mais enfin je reste quand même autour du vivant. Je me suis orientée vers la recherche, donc la recherche ensuite peut aboutir à de la recherche dans le milieu public ou le milieu privé. Bon, en écologie, il y a quand même plus de place dans le public, mais de fait, je me suis rendu compte après que, à la fin de ma thèse, je me posais beaucoup de questions. Et j'ai fait des candidatures aussi dans le privé sur des métiers qui étaient plus loin de la recherche. Mais de fait, vraiment, moi, ce qui m'a parlé dans le public, et c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester dans le public, c'est ce côté service public. En fait, j'ai le sentiment d'être utile à la société, de travailler pour un bien commun. Qui me dépasse et pour moi c'est vraiment une source de motivation et même j'irais jusqu'à dire dans mon poste actuel j'ai même le sentiment de contribuer à faire évoluer la société vers un futur qui me semble plus désirable. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi me parle beaucoup et que peut-être on peut avoir ce sentiment-là dans le privé, parce que bon, bien sûr j'ai mes préjugés aussi, j'ai jamais mis les pieds dans le privé, donc voilà. Mais j'ai l'impression que vraiment d'être dans le public, ça nous donne on est dans un endroit où on peut faire bouger les choses, faire bouger la société à travers les établissements publics. Bien, merci beaucoup Chloé. Une super transition pour faire monter Pierre-Marie sur scène, euh, qui a fait bouger les choses, mais côté privé. Je suis sûre que c'est possible, Non, mais et Pierre-Marie, simplement, pareil, pour nous te présenter, dire quelle école tu as fait, et là nous dire peut-être où tu es aussi, parce que ça a son importance. Je te laisse te présenter. Non, ouais, aujourd'hui, je suis aux 40 ans de la bio. C'est un événement qui est organisé à Paris pour la fête du label bio. C'est au groupe Le Monde. Et vu l'actualité du moment, en tout cas, c'est un moment important où les acteurs de la bio, mais en même temps les institutionnels, les politiques, les journalistes se réunissent. Et j'ai la chance d'être exposant aux 40 ans de la bio et de pouvoir présenter notre projet d'entreprise. Sinon, moi, je suis agro Toulouse 2001, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Dans mon parcours, en fait, j'ai fait mon stage chez Danone, donc j'ai intégré la grande industrie. J'y ai passé 20 ans sur plein de postes différents, avec quand même la sensation d'essayer de faire bouger les choses, et en tout cas en étant plutôt un agent de transformation à l'intérieur. Et au bout de 20 ans, j'ai senti que c'était le moment de partir. Et puis finalement, les opportunités m'ont fait rencontrer 2 anciens collègues et j'ai décidé de partir dans l'entrepreneuriat. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire justement là le projet d'entreprise dans lequel tu es? Ouais, donc notre entreprise, elle s'appelle Bio et Lo, pour biologique et local. Donc c'est pas moi qui ai incubé cette idée, mais ça a été mes deux collègues qui ont voulu en tout cas trouver une solution pour réduire la dépendance des éleveurs laitiers bio à leurs collecteurs et voir comment on pouvait développer de la valeur à la ferme pour qu'on ait encore des élevages bio dans 10, 20 ou 30 ans. Et donc un moyen de les aider, en tout cas de faire cette transition, de développer la transformation à la ferme. Et en fait, c'est un peu la rencontre des deux mondes, le meilleur du lait ou le meilleur de l'élevage. Et j'aime bien cette photo. Donc là, c'est Aldric, hein, c'est un des agriculteurs qui a démarré donc sa petite usine en janvier 2025. On est sur ces prairies et c'est important de le dire parce que nous, pourquoi on est parti en bio, c'est que en fait, s'il reste de l'élevage, ça va être de l'élevage pâturant. Toutes les vertus que les prairies permanentes, les prairies temporaires ont sur les territoires. Et donc, on les aide sur la partie process. Donc, on a développé cette petite usine, hein. Donc, c'est le meilleur de l'usine dans une cour de ferme qui fait un lait magnifique. Et à la fin, on aide les agriculteurs à commercialiser. On a développé une fontaine à yaourt. Donc aussi, on amène de l'innovation sur ce marché pour aller en restauration collective. Et on a quand même une loi qui est Egalim, alors qui est loin d'être parfaite, mais au moins qui a posé un cap à la restauration privée
et public, de mettre plus de produits bio en restauration, et également de réduire drastiquement les emballages. Donc, c'est ce qu'on fait grâce à un yaourt brassé qu'on vient mettre dans des poches de 5 kilos. Est-ce que, enfin, tu es devenu ingénieur agro de Toulouse, et est-ce que c'était par conviction, c'était un choix? Comment finalement tu t'es retrouvé ingénieur agro? Non, c'est pas du... ça se passe pas trop mal au lycée. Mon père médecin me donne, me donne pas trop envie de partir en médecine. Et j'aime beaucoup la bio et je m'oriente sur une prépa bio. Je vais à Toulouse parce que mon classement m'envoie à Toulouse, en gros. Voilà, c'est beaucoup de choix. Et après, j'ai envie de dire que ouais, en étant à l'école et puis les rencontres et puis mon parcours professionnel qui ont forgé mes convictions. Et beaucoup ma femme qui est ingénieure agro aussi, qui était très sur les sujets agricoles, environnement, alimentation, qui m'a emmené dans ce parcours-là. Donc voilà. Et rétrospectivement, pareil, est-ce que tu aurais, quand tu étais en prépa, s'il y avait eu ce genre de webinaire, quel conseil ou info tu aurais aimé avoir et que tu n'as pas eu? Ouais, c'est une bonne question. Aujourd'hui, j'aurais envie de dire, en fait, engagez-vous et en fait, peu importe où vous vous engagez, que ce soit dans des grandes entreprises, dans des aventures entrepreneuriales, dans le public. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, nous, on porte un projet qui est assez politique, hein. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est on est entrepreneur et en même temps, on est sur des sujets de société hyper importants, parce qu'on parle d'aménagement de territoire, on parle de futur de l'agriculture, on parle de rémunération. Et, euh, et en tout cas, regardez pas tous les débats politiques, tout ce qui se passe en ce moment, de loin en disant le système c'est pourri, parce qu'en fait, c'est un peu facile. Donc, si vous le trouvez pas bien, venez l'améliorer en fait. Une question, donc c'est l'Agro Toulouse, l'ENSAT, qu'a fait Pierre-Marie, je leur précise. Oui. Et pareil, pour conclure, est-ce que tu auras un conseil à donner sur ce côté aventure entrepreneuriale? En fait, ça m'avait fait toujours très peur. En fait, je sentais qu'au fond de moi-même, j'avais envie d'y aller parce qu'il y avait plein de sujets que j'avais envie de porter et que j'étais incapable de porter dans une grande entreprise pour des raisons capitalistiques, pour des raisons que ce sont des gros paquebots. Donc, on arrive à faire bouger les gros paquebots, mais de quelques degrés. Donc, je me dis, en fait, si à un moment tu veux vraiment œuvrer pour quelque chose de transformant, il faut que tu ailles le faire potentiellement en dehors. Et finalement, je voulais pas le faire tout seul. Et donc, parce que voilà, j'ai toujours aimé travailler à plusieurs. Et donc, le fait d'être trois entrepreneurs ensemble, associés, avec des compétences et puis des convictions assez différentes, hein, c'est ça qui est chouette, en fait. C'est plutôt l'aventure collective, moi, qui m'a plu et aussi qui m'a rassuré. Je pense pas que je serais parti tout seul. Mais en fait, il y a plein de gens qui démarrent des aventures et qui ont besoin d'aide, en fait, hein, qui recherchent de l'aide. Donc, on n'est pas obligé de rentrer au tout début de l'aventure. On peut aussi rentrer dans un second temps. Et moi, une dernière question, parce que tu parlais beaucoup de rencontres et sur la question des choix. Est-ce que, pareil, pour rassurer les étudiants qui vont choisir une école et après, encore une fois, qui ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire, cette question des rencontres, là, tu as parlé de l'influence de ta femme, mais effectivement, à un moment, que ce soit par les alumni ou par rapport aux rencontres extra-professionnelles qu'on peut faire, je ne sais pas si tu as, pareil, un partage d'expérience ou un message à faire passer là-dessus. Non, moi, je suis arrivé à la fin de l'intervention de tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des écoles assez spécialisantes, hein, mais il y a beaucoup d'écoles généralistes. En fait, finalement, je pense pas que ce soit très grave de ne pas avoir de projet professionnel. Déjà, il faut se dire qu'on a la chance d'aller faire des études, de faire un bac+5. Voilà, c'est une chance inouïe, hein, de pouvoir faire des études supérieures. Je pense que c'est important parce que moi, je suis toujours beaucoup plus exigeant avec des gens qui ont fait des cursus longs parce que j'estime qu'ils sont souvent ils doivent être plus éclairés sur les sujets. Et donc, j'attends beaucoup plus d'eux. Et donc, quand je vois des gens voilà, qui finalement s'en fichent totalement des enjeux de société, je suis souvent très déçu. Hmm. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est une responsabilité, en fait, de faire un cursus long, de recevoir des cursus de sciences. Et aujourd'hui, on manque énormément de sciences, hein, dans tous nos débats politiques. Donc, voilà, porter en tout cas cette responsabilité. Et franchement, l'école ou le classement, oui, il y a je pense que c'est anecdotique, c'est peut-être important pour le premier job, mais après, c'est vous, hein, c'est vous qui allez faire votre carrière et c'est vous qui allez créer les rencontres, créer les opportunités. En fait, les opportunités, on les saisit, on les laisse passer. Et ça, à chaque fois, c'est un choix. C'est son choix de ne pas l'avoir ou de l'avoir. Donc, voilà, restez les yeux ouverts et saisissez les opportunités. Super, un grand merci
Pierre-Marie, pour ton témoignage. Ouais, Bonne merci. convention. En tout cas, à très bientôt. Ouais, salut. Salut. Et pour terminer ce tour de table, je vais demander à Antoine de monter sur scène. Et bonsoir Antoine. Et de la même manière, je te laisse te présenter, rappeler quand même ton parcours. Et après, bon, on continuera la discussion. Bonsoir à tous, très heureux, merci Julien, très heureux de vous voir. Donc moi, mon école d'origine, c'est l'Institut Agro à Rennes. Et dès ma sortie de l'école, dès ma troisième année professionnelle, j'ai travaillé en fait à l'international. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Je reviens là depuis décembre, je reviens d'un peu plus de 4 ans et demi à Londres. J'étais le patron Europe d'un groupe japonais. C'est presque 4 ans et demi. Alors ça veut dire quoi? C'est devenir patron pour 1200 personnes, c'est 600 millions d'euros, c'est une vingtaine de filiales, donc une grande complexité. Et j'aimerais rebondir sur la partie entrepreneuriale qu'on a entendue juste avant. On a aussi de l'intrapreneurial. Donc on a aussi des projets en très grosse entreprise, vous l'avez compris, je bossais pour une très grosse entreprise japonaise où on avait les projets qu'on appelait 0 to 1, c'est-à-dire on n'a pas de business, mais des collaborateurs ont des idées. Donc on va d'abord, pendant 12 mois, sélectionner ces idées. On va leur permettre après de passer 20% de leur temps de ces idées, en restant employés. Puis après, plein temps, pendant un an sur cette idée. Mais effectivement, toutes les idées n'auront pas la chance de passer ces filtres, mais c'est pour ça. Par rapport aux statistiques de Julien, bah, effectivement, j'ai fait 3 fois à l'étranger, une fois en Allemagne, 2 fois en Angleterre. Et d'où la fourmi avec le chiffre 1, parce que les étrangers avaient beaucoup de mal à prononcer mon prénom Antoine avec la diphtongue. Donc Ant, c'est la fourmi, et One, c'est le numéro 1. Donc une fois que tu leur as montré ça, bah, ils mémorisent plutôt sympa. Et l'autre photo, c'est un travail que j'ai fait en tant qu'élu, mandaté par les autres industriels en France, de faire de l'advocacy donc auprès des ministères. Et là, donc la photo, effectivement, me positionne dans la cour de l'Élysée. Je crois que l'agriculture, c'est vraiment un truc super où on peut contribuer très fortement aux évolutions de la société d'aujourd'hui. Donc, d'abord, bravo d'être entre les écrits et les oraux. Et je crois que vous avez très bien choisi la bonne voie. Et advocacy, pour mettre le mot français, c'est, je dirais moi, plaidoyer. C'est un lobbying positif si on fait une sorte de mélange de français et d'anglais, juste pour Tout préciser. à fait, tout à Et alors, fait. pourquoi tu as voulu devenir ingénieur agro, rétrospectivement? Ouais, donc il y avait la question de toucher au vivant. Je voulais quelque chose de scientifique et je voulais pas me restreindre à l'électricité, la physique, la chimie uniquement. Donc pour moi, l'agro était une des voies. Il y en a d'autres, mais l'agro était une des voies. Et j'en suis très heureux. Il me reste des choses de l'époque, hein, les cours de chimie, biochimie, chimie orga, ça reste toujours d'actualité pour moi. Je m'en sers encore aujourd'hui. Il y avait aussi à l'époque des cours d'informatique sur des langages qui n'existent plus. Mais ceci étant, mon stage de fin d'études, je l'ai fait sur ce qu'on appelait un système expert. Aujourd'hui, on appellerait ça de l'intelligence artificielle. Donc, je trouve que les agros, on est assez précurseurs dans pas mal de thèmes. Donc, je trouve ça très, très positif. Et j'aimerais répondre d'une autre manière, c'est si aujourd'hui je devais refaire ce choix, ouais, je le referais. En fait, j'ai adoré mon apprentissage. Et j'ai aussi adoré mes activités extrascolaires à Rennes. Moi, j'ai découvert le bateau à voile et quelques années plus tard, je suis devenu moniteur bénévole au Glénan. Et ça, c'est de faire les courses croisières, les régates étudiantes qui m'ont donné cette envie-là. Et sur l'école, j'ai fait la spécialisation tournante. Ça s'appelait protection des cultures et environnement. Donc on passe plusieurs semaines à Montpellier, plusieurs semaines à Grignon à l'époque et plusieurs semaines à Rennes. C'est juste extraordinaire et je suis toujours en contact avec les copains de l'époque. Merci. Toi, par rapport à ton parcours, et c'est pour rejoindre un peu une question aussi que je posais à Pierre-Marie, la question d'opportunités et de rencontres. Je sais que tu es très actif au sein des alumni aussi, au sein du NIAGRO. Pareil, est-ce que tu peux nous parler de ces activités extra-professionnelles qui sont très importantes? Ouais. Donc la première partie de la question, je pense que ma spécialisation a quand même un peu conditionné mes premiers jobs.
Euh, donc j'ai fait protection des cultures et environnement, donc je suis rentré dans une firme phytosanitaire. Sauf que lors de mon expatriation en Allemagne, mon job, c'était définir qu'est-ce que le développement durable pour un grand groupe de chimie en Allemagne, effectivement plutôt dans sa filiale agriculture, mais c'était ça mon job. Donc en fait, après, on élargit. Je pense qu'on peut élargir au gré des rencontres, au gré de ça. Euh, Moi, ce qui me fait lever tous les jours, c'est quand même que l'agriculture, j'aime bien on peut la résumer avec soit les 4 F, soit les 6 F. Et j'aime bien les 6 parce que c'est le food, donc l'alimentation, c'est le feed, qui est l'alimentation animale, mais c'est aussi du fuel. On fait aussi donc du bioester, bioéthanol au Brésil, ainsi de suite. C'est aussi de la fibre, du fiber. Alors, on cultive du lin, on a aussi du coton, donc ça, il faut bien produire ça. Et j'aime bien rajouter des F pour dire c'est aussi pour le fun, parce que le vin, la bière, bah, ça vient des terroirs. Le cognac, l'armagnac, enfin tout ce que vous voulez, ça vient des terroirs. Et puis j'aime bien un faux F qui est pharmacologie. Alors on pourrait dire pharmacosmétique, pharma. Alors, je sais que ça s'écrit avec PH en français, mais j'aime bien ça. Pour moi, ça permet de montrer la diversité des agros. Et on pourrait rajouter un autre F, Julien, puisque je crois qu'on peut mettre finance. Le prochain Planète Agro va parler des agros, des anciens agros dans le monde de la finance. Et je pense que vous l'avez compris, en tant que patron Europe d'une filiale, enfin d'un groupe, j'ai fait beaucoup de relations, de fusion-acquisition, de relations avec tout ce qui peut être corporate, enfin venture capital. Ça fait partie de mon métier de patron Europe. Ouais, sur les alumni aussi, ça m'intéresse. Voilà, juste pour ça, j'aimerais effectivement là-dessus, en fait, j'aimerais associer ça avec le message. Je sais que vous êtes entre les écrits et les oraux, c'est pas forcément le plus facile pour vous, mais il y a quand même un truc. Généralement, même certains d'entre vous sont dans une même salle, hein, comme à Limoges, dans la même salle. Je pense que les alumni, c'est une manière de dire, j'aimerais comprenez que vous serez jamais tout seul. Une fois que vous êtes sorti de l'école, il y a la possibilité d'être dans ce groupe d'alumni. Par exemple, à Londres, on a notre boucle WhatsApp. On va prendre des pots ensemble. C'est complètement intergénérationnel. Et tout le monde a des métiers différents, des situations familiales différentes, et on se retrouve là-dessus. Et après, donc effectivement, il y a ces 3 mots. À l'école, vous allez apprendre des choses. Learn. Après, dans le début de votre carrière, vous allez gagner des choses, gagner de l'argent, du savoir-faire, de l'expérience. C'est le earn. Et après, je pense que si les anciens, c'est aussi le return, c'est retourner, participer à la vie des écoles et à la vie des alumni. Donc pour moi, c'est important, mais j'aimerais vous dire que le vrai message, c'est vous ne serez jamais tout seul en tant qu'agro. Les cabinets de chasseurs de tête, les cabinets d'outplacement et autres, vous trouvent que les réseaux agro sont très très forts. Donc, ça ne tient qu'à vous. Adhérez et transformons le monde ensemble. Super, merci beaucoup Antoine pour ton témoignage. Et alors, je précise que je prends quand même une question sur les déplacements à l'étranger. Alors, je peux le faire à l'oral, si tu Ouais. m'autorises à le faire à l'oral. Oui, oui. Donc, en fait, j'ai un très mauvais bilan carbone, mais j'ai un très très bon bilan de transformation des systèmes agricoles. C'est une question d'équilibre. J'ai toujours favorisé, même pendant le Covid, les déplacements en face à face. Donc, effectivement, j'ai voyagé en Russie, en Ukraine, en Turquie, en Asie, en Amérique latine, les territoires où j'étais. Donc, les déplacements, c'était après l'école essentiellement, pendant mes jobs, puisque donc après mes 3 premières années professionnelles, je travaillais déjà sur des missions internationales. Donc, l'agro vous ouvre les portes du monde. Merci Antoine. Et ça fait aussi un lien avec François, parce qu'on va parler de scolarité, donc aussi de déplacement à l'étranger pendant la scolarité. Merci Antoine. Et ben, merci François aussi de monter sur scène. François, je te laisse te présenter aussi. Et après, ce qui m'intéresse de voir avec toi, c'est si on parle formation, comment on pourrait décrire qu'est-ce qui se passe pendant les 3 années en école d'ingé? Déjà, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis François Boulanger, je suis responsable de la scolarité à l'Institut Agro Rennes-Angers, physiquement basé à Angers, mais je travaille pour nos 2 campus. Et donc, en arrivant de classe prépa dans une école d'ingénieurs, vous allez à peu près tous suivre un cursus qui est comparable, quelle que soit l'école dans laquelle vous allez arriver. C'est un cursus en 3 années, avec une première année niveau licence 3.
que je qualifierais de généraliste. Vous allez y retrouver des enseignements scientifiques et techniques, hein, comme vous en avez eu déjà évidemment en classe préparatoire. Vous aurez aussi des sciences éco, humaines, sciences sociales. Et la première année se termine en général par un stage qu'on peut qualifier d'ouvrier en exploitation agricole, du moins en milieu professionnel, et vous allez pratiquer. Ensuite, vous passez en deuxième année, l'année Master 1. Là, c'est une année qui est plutôt sur la pré-spécialisation en général. Vous allez commencer à pouvoir faire des choix, soit via les modules d'enseignement, soit via les milieux dans lesquels vous allez réaliser vos stages. Euh, vous allez réfléchir souvent à votre spécialisation à venir, donc c'est vraiment une année de cogitation, mais c'est aussi une année où vous allez pouvoir réaliser souvent une mobilité à l'international. Elle est en général de 16 semaines, cette mobilité. Elle peut aller jusqu'à 20 semaines, ce qui fait quasiment un semestre, hein. C'est assez long. Certains le font sous forme d'un Erasmus, c'est-à-dire vous avez possibilité de partir pendant 6 mois dans une université partenaire à l'étranger, ce qui vous dépayse et ce qui vous familiarise aussi avec le fait de parler une langue étrangère, de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres façons de penser. Voilà, c'est souvent très enrichissant. Ou alors de réaliser, comme on l'a dit tout à l'heure, un stage à l'international en entreprise cette fois-ci, hein, donc pas sur le volet académique. On l'a vu avec l'étudiante de l'ENSAIA qui l'a fait. Vous avez possibilité dans la grande majorité des écoles, quasi toutes, hein, je pense en fait, mais je ne suis pas 100% sûr, de faire une césure entre la deuxième et la troisième année. C'est pas une obligation, vous pouvez très bien passer en troisième année si vos résultats le permettent. Mais beaucoup aujourd'hui choisissent de faire une césure. Le but premier, c'est notamment de vous permettre de préciser votre projet professionnel, de tester aussi beaucoup, parce que en prépa, bah, vous n'avez pas forcément l'occasion de faire beaucoup de stages, donc de tester le milieu professionnel. Là, pendant cette année de césure, c'est l'occasion pour vous de vivre plusieurs expériences sous différentes formes, hein, des contrats, des stages, du volontariat, et de vous dire, bah, ça finalement, j'apprécie, ça j'apprécie moins. Et ça va vous aider à vous orienter, à choisir votre spécialisation. Et enfin, la dernière année, l'année de Master 2, c'est là où vous allez choisir votre spécialisation, qui est normalement un tremplin pour la vie professionnelle, hein. C'est ce qui conditionnera, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, bah, souvent le premier emploi que vous allez trouver, mais ce qui vous empêchera pas de changer de voie après, il n'y a pas de problème, quoi. Cette année, elle est assez courte, l'année finalement de M2, puisque vous allez faire 6 mois de cours, vous allez devenir un expert d'une question, d'une thématique, et puis vous allez ensuite faire pendant 6 mois un stage de fin d'études. Vous pouvez le faire en France, vous pouvez le faire à l'international, voilà, avec possibilité, on l'a évoqué aussi dans les témoignages, de passerelles entre les écoles. Donc, bon, il vaut mieux se renseigner bien en amont, peut-être sur les écoles, sur les spécialisations qu'elles proposent, et donc sur la coloration qu'elles vont vous donner, ce qu'elles peuvent vous offrir. Et puis si voilà, vous atterrissez dans une école qui n'est pas forcément celle que vous vouliez, vous avez toujours la possibilité, via les passerelles, de vous réorienter en interne dans les écoles publiques. Ça se fait très bien. Il y avait des questions aussi, peut-être un peu, je peux développer ça, des questions sur la charge de travail. On est à peu près sur du 20-25 heures de cours par semaine. Alors, par cours, on entend les cours magistraux, un prof devant toute une classe, mais vous avez bien sûr aussi des TP, hein, des travaux pratiques, des TD, des travaux dirigés. Vous avez des études demandées, du travail en projet aussi, parfois, ça peut être une autre forme d'apprentissage. Vous allez avoir, alors je crois que dans toutes les écoles, hein, vous avez une demi-journée qui est réservée à la vie étudiante. En général, c'est le jeudi après-midi. La vie étudiante, c'est aussi un autre moyen de vous épanouir, de vous former, de vous développer. Elle est très importante, je pense qu'aucune école ne dira le contraire. Et souvent, vous avez comment dire, des tissus associatifs, des tissus, enfin oui, des réseaux en fait qui existent et qui peuvent vous permettre vraiment de vous épanouir et de développer votre personnalité, de vous exprimer, et d'aller plus loin aussi dans votre projet professionnel et personnel pour ensuite trouver une orientation qui vous convienne le mieux. Il y a une question de Mélina, mais on parle plus de classe, on parle de promo. Mais comme Stéphane montrera le nombre de places qu'il y a par école, ça, on pourra voir la taille des promos. Mais en gros,
c'est en taille entre 150 et 450. Enfin, on verra les chiffres après Ouais, c'est avec ça. Stéphane, ouais, selon les écoles. Et bon, faut se rassurer, c'est pas, vous serez ensemble pour les cours magistraux, mais dès lors que vous êtes en TP ou TD, vous allez être en sous-groupe. Et là, on retrouve plus des ambiances de classe, par exemple type lycée, où vous serez, je sais pas, une vingtaine, une trentaine pour les TP-TD. Et donc, ça, voilà, ça permet d'avoir des effectifs promo un peu moins impressionnants que quand vous êtes tous dans un amphi, quoi, où là, ça peut être vite un très gros chiffre. Ouais. Ceux qui nous écoutent, là, vous rassurez aussi sur l'ambiance en école d'ingénieur. Pour avoir connu ça, en prépa, il peut y avoir une certaine compétition. Et donc, bon, on se dit toujours, on a des amis de prépa, mais bon, on est aussi concurrents parce que voilà, il y a des classements, bon, bref, c'est des concours. En école d'ingénieur, tout ça, ça tombe et il y a une très forte solidarité entre les étudiants. Et je pense encore une fois que c'est vrai, quelle que soit l'école. Et pour des étudiants qui auraient un peu de mal dans une discipline, bah, d'autres vont venir en renfort. Et c'est un échange un peu gagnant-gagnant, quoi. Ceux qui sont très forts, bon, je vais dire n'importe quoi, un exemple trivial, mais ceux qui sont très très forts en mathématiques vont aider ceux qui sont un peu plus faibles. Et ceux qui sont un peu plus faibles en maths sont peut-être très forts en, je sais pas, en biomoléculaire et vont aider ensuite leurs copains en retour. Bon, bref, on a affaire à une véritable entente, une véritable entraide. Le fait ensuite d'avoir la vie étudiante, les associations, les clubs, la possibilité de pratiquer aussi des sports au sein des écoles, c'est quelque chose voilà, qui rapproche, qui soude, et l'ambiance est vraiment beaucoup moins compétitive peut-être que ce que vous connaissez peut-être en classe préparatoire. Donc là-dessus, voilà, faut vous rassurer, voilà, l'ambiance sera aussi très différente de ce que vous vivez peut-être en prépa aujourd'hui. Merci François. Sabine, tu voulais intervenir? Mais en gros, dans l'Alliance Agrignum, c'est l'alliance des écoles publiques dans le domaine des agrobiosciences et des organismes de recherche que sont INRA et CIRAD. Et donc, il y a en fait toutes les écoles publiques d'agro, ainsi que des écoles veto. Il y a aussi l'ENGES qui devrait nous rejoindre autour de l'environnement, de l'eau, enfin qui est spécialisée plutôt dans le domaine de l'eau. Voilà, donc c'est une alliance d'écoles publiques. Effectivement, comme ça a été dit, il y a énormément de passerelles, hein, justement, François, tout à l'heure, a répondu à ces questions autour des passerelles entre nos écoles publiques, bien entendu, également avec les universités, souvent des universités de site, mais ça peut être plus large. Il y a la possibilité de double diplôme également. Alors, ça peut être avec des écoles, avec des universités. Tu as cité tout à l'heure, Julien, le diplôme national d'œnologie. On peut avoir des doubles diplômes. Vous pouvez avoir des doubles diplômes avec Sciences Po, par exemple, voilà, avec d'autres écoles d'ingénieurs, mais aussi des doubles diplômes avec des universités étrangères. Donc, les parcours, ils sont, je ne vais pas dire infinis, mais enfin, ils sont vraiment très, très larges, quoi. Les possibilités qui vous sont offertes. Un grand merci Sabine. Et j'en profite, normalement, dans toutes les classes BCPSC, vous devez recevoir les planètes agro. Je vous repartage le lien de tous les planètes agro. On a maintenant 13 numéros, le lien Calaméo. Il y a 5 portraits d'agro et d'agrel par numéro. Donc là, ça vous permet de voir que, comme le disait Sabine, les parcours sont quasiment infinis, que ce soit dans le milieu agricole ou pas. Voilà. Là, Julien, il y a une question qui, à mon avis, est importante à traiter, et peut-être je vais passer la parole au SCAF. C'est la question sur, alors pour le coup, là, on est sur l'accès BCPST, mais il y a des élèves qui peuvent ensuite, certains peuvent ne pas être admis au concours et se dire qu'ils veulent quand même intégrer une école d'ingénieur agronome par une autre voie. Et donc la voie de la licence est possible. Mais il y a une restriction qui va rentrer en vigueur à partir de la rentrée prochaine et sur lequel il faut que vous ayez bien la formation. Donc peut-être Stéphane. Oui, oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, pour une réorientation vers la voie licence du concours agro, il faudra avoir obtenu en inscription principale en licence, parce que je sais qu'en BCPST, certaines fois, vous avez des doubles inscriptions avec des universités.
mais ce n'est pas comptabilisé. Nous, ce qu'on compte, c'est qu'il faut qu'il y ait 3 semestres de validé en cas de réussite au concours pour pouvoir intégrer une école. Donc, quelqu'un qui a fait 2 ans de BCPST et qui rentre directement en L3 n'aura pas la possibilité de passer par le concours voie-licence. La seule solution, en cas de réorientation vers la voie-licence, c'est d'intégrer en L2 et de s'inscrire au concours à partir de la L3. Merci beaucoup, Stéphane. Il y a une question aussi sur le coût. Quand je vois quels sont les coûts en moyenne des écoles, on est dans le service public, donc du coup, effectivement, il y a les tarifs d'inscription, mais je ne sais pas, Sabine ou Stéphane, si vous voulez. Alors moi, je pourrais répondre sur la partie inscription au concours, hein, parce que pour l'inscription au concours, il y a des droits d'inscription à payer pour les boursiers comme pour les non-boursiers. Mais voilà, c'est simplement pour être à l'équilibre concernant les dépenses mises en œuvre, que ce soit pour l'organisation des écrits, des oraux, la mobilisation des correcteurs, la location de salles, le transport des copies, des sujets. Enfin, je veux dire, il y a énormément de coûts d'investissement et voilà, c'est pas pour faire du profit, hein, sachez-le. Merci Stéphane. Oui, Sabine ou Laurent sur le Alors, coût. oui, ah oui, bah, Laurence, sinon, mais pour moi, les droits d'inscription sont les mêmes pour toutes les écoles. Elles sont définies par. Laurence, tu vas apporter oui, oui, une nuance, mais généralement, c'est autour de 1000. L'an dernier, c'était autour de 1330 euros, il me semble. En fait, la précision, du coup, Laurence de Chessel, donc je préside l'Alliance Agrignum avec Sabine, vice-présidente. Bonsoir à toutes et tous. Alors, en fait, dans les écoles publiques que vous avez énoncées, Sabine, la particularité des écoles publiques agro, c'est qu'on en a 7 qui sont sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'on est autonome des universités. Et là, c'est le ministre de l'Agriculture qui fixe le tarif en scolarité. On est autour de 1 800 euros par an pour le cursus agro et c'est 2 800 euros par an pour le cursus veto. Et par contre, si vous suivez votre année en alternance, vous n'avez pas de frais de scolarité, vous avez même une rémunération. Si vous suivez le cursus en alternance, il y a des écoles qui proposent, hein, même dès votre admission en sortie de BCPST, enfin en tout cas c'est le cas au Niry-Saint-Gé, vous pouvez suivre les 3 années en alternance. Donc là, vous avez aucun frais. Des écoles vous proposent la bascule entre la première et la deuxième année. Et je pense que toutes les écoles proposent la 3e année du cycle ingénieur, contrat de professionnalisation. Donc là, c'est pareil, aucun frais de scolarité, vous êtes rémunéré. Et il reste les deux écoles, qui sont l'ENSAT et l'ENSAIA, qui, elles, sont intégrées aux universités. Et là, c'est le tarif universitaire. Donc, c'est moins de 1 000 euros par an, voilà, puisque c'est un tarif universitaire. J'espère ne pas avoir été trop longue, mais c'est pour être exact et exhaustif sur cette question qui peut intéresser évidemment les élèves. Et dernière particularité, pour les élèves boursiers, donc il y en a en général entre 20 à 30% dans nos écoles, vous payez en cursus initial 0, puisque c'est l'État en fait qui reverse l'argent à nos écoles. Donc c'est 0 euros pour l'ensemble du parcours. Merci beaucoup, Laurent, Sabine et Stéphane pour les précisions. Là, j'ai repartagé mon écran pour la présentation justement de Stéphane, où là, on va rentrer un peu plus dans la mécanique du concours. Et pareil, Stéphane, je te laisse te présenter et dérouler tu me dis quand je dois dérouler le PowerPoint. Bon, alors, merci Julien. On va faire une petite présentation du déroulement des concours en plusieurs étapes. D'abord, je vais vous montrer là sur cette première slide les conditions d'éligibilité, hein. Il faut savoir que sur le concours agro, il n'y a pas de limite d'âge ni de limite de tentative, hein. Donc, en cas d'échec, contrairement au concours veto, une 3e tentative est possible. Bon, l'idéal, c'est quand même d'intégrer le plus tôt possible. On passera ensuite aux places offertes et aux inscrits. Puis à la procédure d'inscription, l'admissibilité, l'admission, qui sont deux phases distinctes, avec ensuite voilà, la procédure pour les vœux, l'intégration en école et quelques compléments. Enfin, on répondra aux questions à la fin. Donc, comme vous le voyez affiché à l'écran,
pour ce qui est de la voie BCPST du concours agro. Elle est ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général, technologique ou professionnel. Pour ce qui est de la voie TB agro, on est exclusivement sur les bacs techno, STL et STAV. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ce sont les conditions d'éligibilité, mais que les épreuves du concours portent sur le programme des 2 années de classe préparatoire qui correspondent du coup à la voie à laquelle vous êtes inscrite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les étudiants qui ne répondent pas aux conditions d'éligibilité ont la possibilité de passer par la commission VES pour demander l'autorisation de s'inscrire, mais la plupart du temps, on réoriente plutôt sur d'autres voies de concours en fonction du parcours de l'étudiant et donc du candidat. On va passer directement aux places offertes. Je ne sais pas si on va tout énumérer, mais ça vaut peut-être le coup. Ça vous donne une idée, en tout cas, du recrutement qu'on a dans chacune de nos écoles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça, c'est le nombre de places offertes sur les voies BCPST et TB. Alors, Julien, on n'a plus l'écran. Et oui, ça a sauté. Je reviens tout de suite. C'est Voilà, reparti. on a le nombre de places offertes sur les voies BCPST et TB. Là, c'est ce que vous avez dans les colonnes de droite. Mais en intégrant par ces voies-là, vous vous retrouvez dans les mêmes promotions que ceux qui passent par les voies licence, BUT ou BTS, puis classe passerelle. Voilà. Donc, voilà. Pour l'ENSAT, l'Institut Agro, l'INP Agro Toulouse, alors ça a changé de nom, c'était 92 places sur le BCPST, 8 sur le TB. L'ENSAIA à Nancy, 90 places sur le BCPST, 7 sur le TB. Bordeaux, Sciences Agro, 87 places BCPST, 6 TB. Oniris Vetagro Bio-Nantes, 45 places offertes sur le BCPST, 8 sur le TB. Pour l'ENSP, donc l'école de paysage de Versailles, il y a 5 places offertes sur le BCPST uniquement. Pour l'ENGES, qui offre des places sur la voie TB, on est sur 3 places, mais il faut savoir qu'en passant par une prépa BCPST, l'ENGES offre des places sur le concours G2E. Ensuite, VetAgroSup à Clermont, 60 places offertes sur la voie BCPST, 5 sur la voie TB. Pour l'Institut Agro Montpellier, on a 2 cursus. Le cursus agronomie, 113 places offertes sur le BCPST, 4 sur le TB, et le cursus SAD, donc agronomie agroalimentaire dans les pays du Sud, 11 places offertes sur le BCPST, 5 sur le concours voie TB. L'Institut Agro Rennes-Angers, on a deux spécialités offertes. Donc, la spécialité agronomie, 134 places offertes sur le concours BCPST, 4 places offertes sur la voie TB. Pour ce qui est de la spécialité horticulture et paysage, 56 places offertes sur le BCPST, 4 places sur le TB. L'Institut Agro Dijon également a plusieurs cursus accessibles. Donc, on a la spécialité agronomie, 60 places offertes sur le BCPST, 3 sur la voie TB. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette spécialité agronomie ensuite se subdivise en un cursus civil et un cursus fonctionnaire. Ce sera à définir au moment de la formulation des vœux pour les candidats de la session en cours. Pour Dijon, on a également la spécialité agroalimentaire, dite cursus ingénieur en alimentation durable, 42 places offertes sur la voie BCPST, 3 places offertes sur la voie TB. Enfin, on a AgroParisTech, 272 places offertes sur la voie BCPST, 12 places offertes sur la voie TB. Et donc, on est sur un total de places de 1067 places sur le concours agro BCPST et 72 places sur le concours TB. Et je vous ai indiqué également le nombre d'inscrits en avant-première, puisque les bilans ne devraient être publiés qu'en septembre. On a 2641 candidats sur le concours agro BCPST et 136 candidats sur le concours voie TB. Ça répond à une question dans le chat. Combien passe le concours? Bon, voilà, il y a 2141 personnes qui ont passé le concours, qui sont inscrites en tout cas. Voilà, et on va aller un peu plus précisément dans les chiffres au niveau de l'admissibilité et de l'admission un peu plus loin. Donc là, juste sur la procédure au niveau de l'inscription, chaque année, le service des concours met en ligne, donc sur le site du SCAV, la notice de la session à venir. Donc généralement, ça se fait en novembre. L'ouverture des inscriptions se fait aux alentours du 10 décembre et la fermeture se fait début janvier, généralement aux alentours du 10 janvier également. Alors, il faut faire vraiment attention à ces dates-là et bien prendre connaissance de la notice pour ne pas rater le coche, puisque nous, derrière, on ne peut pas, dans un contexte d'équité de traitement entre les candidats, rattraper des candidats qui n'auraient pas effectué leur inscription dans les temps. Alors, évitez d'attendre le dernier jour pour vous inscrire, essayez de le faire pendant
pendant la période d'ouverture, et parce qu'il peut y avoir de la saturation ou un problème informatique de votre côté, donc à anticiper. Au moment de la création de votre compte, vous obtiendrez un identifiant et un mot de passe qui vous seront utiles jusqu'à l'intégration en école, dans la mesure où ces identifiants et mots de passe vous permettront d'accéder à vos convocations pour les écrits, pour les oraux, à vos bulletins de notes, à vos résultats et aux propositions d'affectation en cas de réussite au concours. On va passer à la phase d'admissibilité. Alors, pour la voie BCPST, on a 8 épreuves écrites qui se déroulent sur 4 jours, voire 9 épreuves pour ceux qui auraient coché la langue vivante facultative. Vous avez également les coefficients qui s'affichent, enfin l'intitulé des épreuves et les coefficients qui s'affichent. Pour ce qui est du concours TB, on est sur 3 jours, on a 7 épreuves et pour le coup, toutes les épreuves sont obligatoires. Il n'y a pas de langue vivante facultative. Pour la session en cours, les résultats des épreuves écrites là, qui se sont déroulées fin avril, les résultats seront publiés le 4 juin pour le concours BCPST et le 28 mai pour le concours TB. Donc les candidats chaque candidat saura s'il est admissible ou non admissible. Donc seuls les admissibles seront convoqués pour l'oral. Et pour vous donner un ordre d'idée, il ne s'agit pas de chiffres fixes. Pour le BCPST, on a environ 2450 candidats qui sont déclarés admissibles sur les 2600-700 inscrits. Et sur le concours TB, 110 candidats déclarés admissibles. Pour la phase d'admission, on a 6 épreuves sur la voie BCPST, 7 sur la voie TB. Et alors, ça, pour le coup, on essaie de regrouper au maximum, notamment pour les candidats provinciaux, sur des périodes courtes, mais c'est jamais véritablement évident. Il y a tout un algorithme informatique de placement. On reçoit chaque année des demandes pour éventuellement essayer de resserrer les créneaux et limiter les frais, les frais de déplacement et d'hébergement de nos candidats. Donc, vous avez également les intitulés des épreuves, ainsi que les coefficients qui leur sont affectés. Pour cette année, les résultats d'admission seront publiés dès le 4 juillet pour la voie TB et le 25 juillet pour la voie BCPST. Et donc là, les candidats sauront quelle est leur moyenne et leur total. Bon, ça, ils le savent aussi lors de la phase d'admissibilité, mais là, c'est la moyenne et le total final au concours agro. Vous saurez si vous êtes classé ou non classé. Donc, seuls les candidats classés, a priori, sont censés recevoir des propositions d'affectation. Et vous aurez également votre rang indiqué sur le bordereau de résultats. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, sur la voie BCPST, on est aux alentours de 2225 candidats classés, ça peut être un peu plus ou un peu moins, et sur la voie TB, on est aux alentours d'une centaine de candidats susceptibles de recevoir une proposition d'affectation dans des grandes écoles d'ingénieurs agro. Pour la phase des vœux et pour la phase d'intégration, alors je parle de la session en cours, évidemment, mais il faut savoir que cette procédure et les ordres de grandeur devraient être les mêmes pour les sessions à venir. Donc, pour les vœux ont ouvert dès le 1er mars, et pour la voie TB, il faut absolument finaliser votre liste de vœux avant le 3 juillet midi, et pour la voie BCPST, avant le 25 juillet midi. Voilà, c'est à midi que ça ferme. Pour le coup, il ne faut vraiment pas rater le coche, parce que derrière, c'est un peu comme le même principe qu'aux inscriptions. Une fois que c'est clos, il n'y a pas moyen de… Voilà, chaque année, on a des demandes. Ah ben tiens, j'aurais préféré mettre telle école avant, telle école après. Donc voilà, à vous de bien réfléchir cette liste de vœux. Et surtout de ne pas essayer de programmer de stratégie en fonction de ce que vous estimez qui vous sera proposé, en fonction de vos résultats ou autres. Il faut vraiment classer vos vœux par ordre de préférence et simplement par ordre de préférence. Pour la procédure d'intégration, le premier appel, donc la première vague de propositions d'affectation, interviendra le 7 juillet pour la voie TB et le 29 juillet pour la voie BCPST. Donc les candidats ont 48 heures pour répondre. Et ensuite, il y a des appels, vous avez dans les notices des concours le calendrier détaillé des différentes vagues d'appels qui peuvent se poursuivre jusqu'à la rentrée dans les écoles. Alors, pour ce qui est des principes de base, quand vous avez une proposition d'affectation, vous pouvez répondre « Oui, mais j'attends une proposition mieux classée dans ma liste de vœux », si on ne vous propose pas votre premier vœu, évidemment. Vous avez également la possibilité à chaque appel de passer en oui définitif sur la proposition qui vous est faite.
Si on vous propose votre premier vœu, en principe, vous n'avez que la possibilité de passer un oui définitif, puisque aucun vœu ne peut être attendu. Pour les candidats qui répondront oui, mais il faut savoir qu'à chaque nouvel appel, vous aurez la nécessité d'aller confirmer votre oui, mais afin de ne pas être démissionné de la procédure d'appel. Pour vous donner quelques compléments, vous avez donc là le lien du site du service des concours agro-veto et vous avez déjà accessible les bilans, les statistiques, les rapports d'épreuves et les sujets des sessions précédentes dans la rubrique Espace concours se préparer. Et comme il a été dit précédemment, on a parlé de l'épreuve d'entretien professionnel qui vient se combiner à l'épreuve de TIPE. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous n'avez pas un projet, si votre projet n'est pas encore précis ou pas encore défini, ce n'est pas véritablement un problème. L'idéal, c'est de bien vous renseigner sur les sites des différentes écoles, de vous renseigner sur les débouchés, les parcours, les formations des différentes écoles, les secteurs d'activité. Voilà, voilà, c'est la curiosité principalement qui sera récompensée. Vous avez également le lien qui a été mis en ce qui concerne les planètes agro. Ça peut vous donner énormément d'idées sur les types de parcours professionnels qui existent en passant par une grande école d'ingénieurs. Merci Alors, beaucoup. vous Ouais. pouvez m'adresser vos questions là en direct. Je vois qu'il est 19h29. Peut-être que je n'aurai pas le temps de répondre à tout le monde, mais surtout, n'hésitez pas à vous connecter sur le site du service des concours, que vous soyez candidat cette année ou pas. Hein, vous avez la possibilité de nous envoyer des questions via le formulaire Nous contacter. Merci Stéphane. Et pour compléter sur les parcours, il y avait des questions autour de la santé, de la cosméto. Dans les planètes agro, on a fait une seule santé, donc on a montré la complémentarité entre médecins, véto et agro. N'hésitez pas à consulter ces planètes agro, ça vous permettra de vous faire une idée un peu plus précise de ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Vos questions ne démentent pas. Stéphane vous a présenté le nombre de places dans certaines écoles dites à cursus agroalimentaire. Agroalimentaire et biotechnologie, comme ça peut être le cas dans mon école à Oniris à Nantes. Sachez que ces cursus, c'est voilà, depuis plusieurs années, et en particulier sur le concours BCPST, vous délaissez ces écoles et ces cursus. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est un point d'entrée dans une grande école publique. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, on réfléchit à réformer déjà beaucoup de ces cursus agroalimentaires, que ce soit Dijon, Rennes ou Nantes. On a ouvert directement des recrutements en post-bac pour trouver des élèves qui ont les capacités, qui sont motivés. Et puis donc, on a lancé voilà, cette expérimentation. Donc, c'est réglementaire. Donc, c'est vrai que nous, on est intéressés en tout cas à Oniris. On a fait la démarche des non-admissibles qui sont vraiment très motivés pour les cursus agroalimentaires. Ils ont une deuxième chance. C'est pas le même concours, c'est pas les mêmes critères du tout. Et c'est vraiment, vraiment la motivation. Donc voilà. Donc moi, je suis très fière d'avoir accueilli à la rentrée. C'est vraiment totalement innovant. Voilà, 18 élèves qui étaient en BCPST et qui ont soit été non admissibles, soit non admis après les oraux et qui ont intégré le cursus voilà, ingénieur parce qu'ils se projetaient sur les métiers, des métiers formidables. Tout ce qu'on vous a présenté ce soir, c'est vraiment voilà, les termes, c'est changer le monde, voilà, que ce soit un cursus agronomie, un cursus agroalimentaire. Mais dans l'alimentation, il y a des enjeux énormes. Et c'est vrai, voilà, il y a l'affaire Nestlé, il y a des crises sanitaires qui inondent les médias. Ça peut vous donner l'impression que faut surtout pas aller dans ces métiers-là, mais sachez que les offres d'emploi les plus importantes et qui sont pas pourvues aujourd'hui, où on cherche des jeunes ingénieurs, il y en a beaucoup dans ce secteur-là. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des salaires intéressants qui sont proposés. Et, euh, et vraiment, voilà, c'est pour ça aussi qu'on est dans une démarche proactive d'aller chercher les élèves qui, parmi vous, sont intéressés par cette filière qui attire moins
que les autres. Voilà. En tout cas, bonne chance à tous. Voilà, dans cette période de stress, comme les intervenants l'ont dit, vous avez choisi, si vous voulez changer le monde et des métiers évolutifs, vous avez vraiment choisi les bonnes, voilà, les bonnes classes, les bonnes projections. Mais peut-être, Julien, c'était pas la fin parce que là, j'étais en train de conclure. Mais... Et si je te laisse la parole, Laurence Debray, pour conclure le webinaire. Non, mais voilà, j'ai un peu conclu. Mais ça, voilà, ça me paraissait intéressant de parler de cette expérimentation qui était la première pour une grande école publique, voilà, parmi notre groupe. Voilà, je pense que retenez que vous entrez aussi dans une famille. Vous serez effectivement jamais seul, ça a été dit. Il y a la famille que vous allez construire dans les écoles. Vous vous ferez des amis pour la vie. Il y a la famille des alumni. On a eu des beaux témoignages. C'est vrai que vous pouvez rencontrer des doutes dans votre parcours aussi, hein. Et puis, vous avez une capacité à vous réorienter dans ces secteurs, à changer de métier tout au long de votre carrière, une grande diversité. Et voilà, donc soyez curieux, que vous alliez dans de l'entrepreneuriat, le privé, le public, il y a des super métiers. Voilà, et construisez votre parcours. Soyez pas stressés à l'entretien. On en parlait avec Jean-François Beau, que je salue, président des professeurs, et avec qui on a lancé ces webinaires. Je pense que il faut que vous restiez authentique dans ce que vous décrivez à l'entretien. Il ne faut pas apprendre par cœur quelque chose qui vous ressemble pas. Euh, si vous n'avez pas de projet bien défini, montrez que vous êtes intéressé, voilà, que vous avez fait preuve de curiosité, que vous connaissez la diversité du champ des possibles. Et ça, c'est intéressant aussi, voilà, parce c'est ce qu'on recherche pour un futur ingénieur. Un grand merci du coup à tous Bonne les, soirée. à tous les intervenants. Le PowerPoint, je passerai à Jean-François parce que je vois qu'il y a une demande pour avoir le diaporama par mail. Il n'y a pas de problème. Et on peut continuer à échanger de toute façon. Si vous avez des questions, nous, enfin voilà, les Agrinium, les alumni, on est là pour ça. Euh, Merci aux intervenants qui ont dû partir. Merci là à Laurence, Sabine, Jean-François, François, Stéphane et Antoine qui est resté aussi. Euh, Bonne chance pour les oraux, mais en tout cas, j'espère qu'on pourra se dire à bientôt et que l'année prochaine ou l'année d'après, c'est vous qui témoignerez dans ce webinaire.